All right, Drissa, please, you can go ahead. Hello, Drissa, are you there? Hi, Drissa. Hello, Patience. All right, yes, I can hear you. Please go ahead. Okay. My micro was that way. Did you say anything? Yeah. Soyez Okay. les bienvenus, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus à cette session interactive en direct qui a été programmée ou bien qui est programmée par le programme Renforcer la résilience face aux chocs climatiques environnementaux dénommé BRICE, qui est en anglais. Et aujourd'hui, nous allons avoir une session interactive vraiment enrichissante qui a pour thème les stratégies d'adaptation et d'atténuation en production. Donc, comme vous le voyez, je me nomme M. Drissa Tessougé, je suis représentant pays de WIPA depuis l'ambassadeur de AFC, African Food Change Makers. Avant de commencer, j'aimerais partager avec vous ce proverbe qui est, que j'aime beaucoup. Ce proverbe est la suivante. La résilience n'est pas ce que vous avez, mais ce que vous faites. Ce proverbe détermine ce que l'homme serait capable de faire pour subvenir à ses besoins, pour surmonter tous les challenges qu'il doit affronter. Aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir des grandes dames, des expertes dans leurs domaines respectifs plutôt, qui sont Madame Nadia Akio et Dr. Dorothée. Soyez les bienvenus. Patience, can you turn on the mic of Madame Nadia? All right, I'll do that. Okay. And also for Dr. Dorothy, so that they can just say hello to the audience. Bonjour à tout le monde, bonsoir. Je suis Nadia Akio. Bonjour Madame Nadia, soyez les bienvenus. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. C'est un plaisir. Merci. Bonjour Dr. Dorothy. Bonjour docteur. Ok, nous allons continuer avant d'avoir Dr. Dorothy avec nous. Je vais vous partager avec vous le programme de ce webinaire. L'ordre du jour est réparti en 3 parties. La première partie concerne l'introduction et les propos de l'AFC. La deuxième partie concerne la présentation des conférencières. Et la troisième partie, c'est la partie de photos de groupe ainsi que des mots de clôture. Patience? Next, please. Voilà, comme je vous le disais, voici l'ordre du jour. La partie 1 concerne l'introduction et le propos de l'AFC. La partie 2 concerne la présentation des conférenciers qui sont Dr. Nadia Akio et Dr. Dorothée. Soyez les bienvenus, docteur, parmi nous et nous sommes ravis de vous avoir. La troisième partie, c'est la photo de groupe et
les mots de clôture. Next, patience, please. Patience, are you with us? Okay, thank you. Soyez les bienvenus à notre audience. Nous vous demandons de vous présenter dans le chat group. Dans la boîte à discussion, vous pourrez laisser vos noms, pays et secteurs d'activité. Si c'est le secteur agroalimentaire, si c'est la transformation, si c'est les services. Donc, nous vous prions de vous présenter dans la boîte à discussion pour que nous puissions interagir ensemble. N'hésitez surtout pas à entrer en contact avec des entrepreneurs partageant les mêmes idées. C'est aussi pour vous rappeler que ce webinaire a pour objectif le réseautage. Ça nous permet d'interagir entre nous. Vous me recevez? Je vois qu'on m'avait demandé d'augmenter le volume. C'est bon? Voilà, Oui, donc moi, je j'entends disais bien. que ce webinaire nous permet... Yes, patience? Non, non, on vous entend bien. Ok, vous m'attendez? Super. Ok, maintenant nous vous appelons à envoyer des emojis pour partager avec nous à quel point vous êtes intéressés, à quel point vous êtes prêts à partager, à interagir lors de ce webinaire. Donc, nous vous appelons à balancer des emojis dans la boîte. Mesdames et messieurs. Donc, utilisez un emoji dans la boîte à discussion pour nous faire savoir comment vous allez. Et j'espère que vous vous portez tous très bien et que vous avez une santé de fer. Soyez les bienvenus. Patience next, please. Sans plus tarder, je vais vous parler un peu de African Food Change Makers. OK, next. Qui sommes-nous? Qui est l'AFC? Nous pensons que les petites et moyennes entreprises sont l'élément vital de l'écosystème alimentaire en Afrique. Ces entreprises sont dirigées par des entreprises dynamiques et innovantes qui opèrent en tant que producteurs primaires, agrégateurs, transformateurs, distributeurs, fournisseurs, etc. Donc, la technologie, les chefs, cuisiniers, consultants et innovateurs, nous les appelons tous des change makers. C'est eux qui sont les agents de changement du système alimentaire. Donc, confrontés aussi aux impacts dévastateurs du changement climatique, aux risques, chocs mondiaux et locaux, ainsi qu'aux défis macro et microéconomiques. Ces entrepreneurs ont besoin de financement, de formation, de visibilité, de liens avec le marché et d'une communauté de soutien pour réussir à développer leur entreprise. Et c'est pour cela que l'AFC a été créé avec cette vision pour apporter ce soutien aux différents entrepreneurs. Grâce au HEB, Africa Food Changemakers AFC, nous permettons aux entrepreneurs africains de démarrer et de développer des entreprises agroalimentaires résilientes et durables qui nourrissent l'Afrique et le monde. Ceci pour vous dire que l'AFC a pour objectif de réunir les entrepreneurs du domaine agroalimentaire africain, afin d'être résilients ensemble aux différents challenges qui nous sont imposés par le changement climatique ou par d'autres fléaux, bien sûr. Next, patience, please. Patience next. Are you here? Séance de partage de participants. Can you go to the next slide, please? Where I should present my host. Yeah, thank you. Comme je vous le disais au préambule, au tout début de ce webinaire, nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir parmi nous des grandes conférencières, des grandes
dames, des grandes experts dans leurs domaines respectifs, qui sont Madame Nadia. Je vais vous présenter Dr Nadia Akio. Dr Nadia est une experte en aviculture et une entrepreneur très accomplie avec un parcours impressionnant de 15 ans d'expérience. Son engagement indéfectible réside dans l'élévation de la qualité de la viande consommée par la population béninoise grâce à Veto Plus Bénin. Donc, elle est la fondatrice de Veto Plus Bénin. Nadia responsabilise les agriculteurs en leur fournissant des intrants essentiels et une formation complète leur permettant d'optimiser leur processus de production. Son objectif principal est de minimiser l'utilisation d'antibiotiques dans l'alimentation agricole répondant à un problème de santé publique important. Donc, Dr Nadia joue un rôle central dans la création d'un écosystème synergique en tant que cofondatrice d'une coopérative qui favorise la collaboration entre les agriculteurs, les industriels et les distributeurs de volailles au Bénin. Elle a créé La Bonne Viande, une entreprise qui offre un marché équitable et durable aux agriculteurs pour présenter leurs produits avec son mari. Dr Nadia travaille en collaboration avec son mari pour mettre en place une entreprise afin de lutter contre l'utilisation des additifs chimiques, je peux le dire. Dr Nadia est également une active trésorière de l'AMEVEP, l'Association des vétérinaires privés du Bénin. Ses connaissances approfondies et son expertise en médecine vétérinaire découlent de son doctorat obtenu à l'ISMV au Sénégal, avec ses réalisations remarquables et son dévouement à l'avancement de l'industrie avicole au Bénin. Dr Nadia incarne bien sûr l'excellence et l'innovation dans son domaine. Ses efforts inlassables continuent d'avoir un impact substantiel, à la fois en améliorant la qualité de la viande et en garantissant le bien-être des agriculteurs et de la communauté au sens large. Soyez les bienvenus, docteur. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Next, please, Merci patience. beaucoup. Je vous en prie, docteur. Envoyez des emojis pour notre docteur Nadia, s'il vous plaît. Je vais vous présenter notre deuxième conférencière, Madame Dr Dorothée Mvondou, qui nous vient directement du Cameroun. Dr Dorothée est une experte en biotechnologie végétale et en pathologie végétale, et ses contributions au secteur agricole sont évidentes. À travers son rôle de cofondatrice de COO d'AgricTech, une entreprise camerounaise dont l'objectif est d'aider les petits agriculteurs à obtenir du financement et à implémenter les systèmes de production résilients et durables, augmentant ainsi leur production et leurs revenus. L'engagement de Dr Dorothée envers l'éducation est évident dans son parcours d'enseignante qualifiée. Elle est aussi professeure dans les collèges d'enseignement secondaire et enseignant vacateur à l'Université catholique d'Afrique centrale, où elle a élaboré des programmes et syllabus de cycle licence à l'Institut supérieur d'agronomie d'Afrique centrale de Bangui. Donc, c'est une pédagogue que nous avons aujourd'hui, docteur. Dorothée est également passionnée par l'agriculture biologique, d'où sa publication sur l'utilisation des plantes pesticides et micro-organismes dans la lutte contre les maladies des plantes au détriment des pesticides chimiques. Dr Dorothée a remporté plusieurs prix au Cameroun et à l'étranger et a participé à plusieurs programmes tels que l'AOF 2023. Dr Dorothée est également titulaire d'un doctorat PhD en biotechnologie végétale et d'un diplôme de professeur des collèges d'enseignement général obtenu à l'Université de Yaoundé 1 au Cameroun. Docteur, soyez les bienvenus et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs les participants, comme vous le voyez, nous avons aujourd'hui une table de très grande valeur. Les invités
avec des expertises inestimables qui vont partager avec nous leurs connaissances et leur expertise. Sans plus tarder, Dr Nadia, j'aimerais que vous me donniez un peu votre perception du thème du jour, qui est l'adaptation, qui est les stratégies d'adaptation et d'atténuation dans le domaine de la production. S'il vous plaît, docteur. Patience, can Merci you beaucoup. turn on the mic? OK. Oui, mon micro est déjà ouvert. Merci beaucoup Oui, docteur, et merci à African Food Changemaker de nous faire participer à cette belle séance ce soir. Ce que vous n'avez pas dit dans ma biographie, c'est que j'étais lauréate l'année passée de African Food Changemaker et que ça a été une belle expérience de rencontre avec d'autres femmes qui sont de l'agro-industrie et que ça a été vraiment de bons moments d'échange qui se sont finis sur le forum alimentaire en Tanzanie. Et je remercie vraiment African Changemaker pour tout ce qui est fait pour vraiment nous faire manger mieux et nous faire manger plus responsable. à toutes nos félicitations, docteur. Et Merci. désolé pour la partie. Alors, donc, par rapport aux stratégies d'adaptation, effectivement, nous constatons tous, hein, quels que soient nos niveaux aujourd'hui, je fais ma présentation directement, je donne d'abord mon avis. Oui, vous pourrez faire la présentation directement. Ça va D'accord, nous permettre de sauver le temps. d'accord, super. Et donc, aujourd'hui, nous sommes tous vraiment conscients du fait que les changements climatiques ont un réel impact sur nos vies. Est-ce que vous m'autorisez à partager mon écran, s'il vous plaît? Oui, vous pourrez partager votre écran. Patience? Patience, are you here? Yes, I can hear you. Yeah, Dr. Nadia wants to share her screen. Yes, I've made that a call. She can go ahead and share her screen. I made that a call. Okay, thank you. Ok. Donc, la réalité du changement climatique aujourd'hui, elle est réelle et elle intervient dans toutes nos vies, que ce soit en agriculture, au niveau de la foresterie. Et c'est une vraie menace aujourd'hui pour la sécurité alimentaire. Et face à ce défi-là, il est important que chacun de nous, de là où il est ou du secteur dans lequel il travaille, commence à mettre en place des stratégies réelles d'adaptation. Euh, je pense que même de mon point de vue ou des personnes avec qui je travaille, les éleveurs, ils avaient le sentiment que tout ça était très loin. Et dans mon activité d'agriculteur au quotidien, en mars dernier, on a une journée que nous on qualifie ici de journée noire, le 15 mars 2024, où des éleveurs ont perdu des milliers de volailles au niveau de leur ferme, simplement parce que ce jour-là, la météo était telle qu'il a fait 36, 37 degrés au Bénin, ce qui n'était pas le cas habituellement, et on n'avait rien mis en place pour s'adapter à ces fortes températures-là. Donc, aujourd'hui, il est important que chacun de nous réalise que les changements climatiques sont réels. Sur l'image que je partage ici, j'espère qu'on la voit clairement, je pourrais l'agrandir un peu. C'est qu'on voit les températures moyennes depuis 1980 jusqu'à aujourd'hui 2019. La courbe en rouge, elle présente la tendance normale et les petits points bleus font voir que chaque jour, on s'éloigne et on s'éloigne de plus en plus de la tendance normale. Avant, on était très proche, on avait des prévisions claires, des saisons claires, on savait comment faire pour ne pas stresser les animaux, prévoir à quel moment on met telle ou telle culture. Mais aujourd'hui, tout devient si imprévisible parce que on n'a pas fait en son temps les gestes qu'il faut et nous sommes aujourd'hui tous tributaires des changements climatiques. Et ça va se manifester par un vrai impact sur la sécurité alimentaire parce que de plus en plus, les rendements de production ne seront pas bons. Dans mon cas, au Bénin, actuellement, on est dans une saison où habituellement le
ne vaut rien, c'est à bas prix. Mais aujourd'hui, on est vraiment sur de hauts coûts de maïs parce que les productions précédemment n'ont pas été bonnes. Et donc, des rendements de production mauvais entraînent une augmentation, une forte augmentation du prix des denrées. Et tout ceci exacerbe les inégalités. Déjà, on est dans des pays en voie de développement avec une population très pauvre, des gens qui avaient déjà du mal à se nourrir. Et aujourd'hui, avec ces changements climatiques qui nous impactent, ça devient de plus en plus pertinent. On observe de vraies dégradations des sols. Au niveau de la biodiversité, on a des espèces qui disparaissent. Le stress hydrique est devenu très important. Moi, je suis vétérinaire, je travaille beaucoup avec les volailles dans l'aviculture et l'eau est une ressource importante pour nous. Elle commence par se raréfier, elle commence par ne plus être de bonne qualité et ça devient un vrai problème. Et les conséquences ici du changement climatique que je résume à travers ce schéma, c'est qu'on a la température qui monte de plus en plus. Ça accélère le phénomène de phénologie au niveau des végétaux. On a une hausse de la concentration de CO2 et tout ceci entraîne, comme je le disais plus tôt, un vrai chamboulement au niveau des calendriers culturaux. Il y a une baisse de confort hydrique, il y a une baisse de régime. On a des étés aujourd'hui qui sont très chauds, des saisons chaudes qui sont très, très chaudes et des saisons froides extrêmement désordonnées et une baisse de confort au niveau des animaux et une vraie difficulté de production. Alors, donc, face à tout ça, face à tout ce décor-là, effectivement, il est nécessaire qu'on adopte des stratégies pour que dans notre production au quotidien, il y ait une vraie prise de responsabilité pour diminuer l'impact du changement climatique. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est déjà sélectionner de plus en plus des cultures et des arbres qui résistent à la sécheresse et à la chaleur. Donc, aller sur des plantes qui sont de plus en plus résistantes. Améliorer la gestion de l'eau. Que chaque litre d'eau qu'on veuille utiliser, qu'on l'utilise de façon responsable et qu'on diminue le gaspillage. Adopter des pratiques agricoles qui sont plus durables. Et en aviculture, qui est moi mon métier essentiel, travailler par exemple à avoir de meilleurs bâtiments d'élevage. C'est dès la construction, c'est dès l'implantation du projet qu'il faut mettre en place des bâtiments qui seront tolérants aux grosses élévations de température auxquelles on assiste. Et ce tableau que j'ai pris d'un document de Colline et Allier de cette année nous montre un peu comment est-ce qu'on peut organiser au niveau des animaux et au niveau des systèmes d'élevage un certain nombre de stratégies. Ça part depuis la génétique. Il s'agit aujourd'hui de travailler à la sélection de souches de plus en plus résistantes à la chaleur. En volaille, il y a des espèces à cou nu qui tolèrent plus la chaleur. Donc, travailler et mettre le focus sur ce genre d'espèces-là. Travailler à une meilleure efficacité alimentaire dans la fabrication de l'aliment déjà, choisir des céréales qui sont moins consommatrices d'eau, qui sont moins déforestatrices. Je prends l'exemple, par exemple, du sorgho, qui est une céréale importante qu'on pourrait utiliser dans l'agriculture en remplacement progressif du maïs, parce qu'il faut embraver beaucoup de terre pour cultiver le maïs, le soja également qui entraîne beaucoup de déforestation. Donc, aller dans une stratégie d'amélioration même de l'efficacité alimentaire en choisissant la céréale qu'il faut et en choisissant des céréales de moins en moins destructrices. On a parlé de l'approvisionnement en eau, de la sécurité alimentaire et de la limitation de la déforestation, qui sont autant de stratégies nutritionnelles qu'on pourrait intégrer dans notre quotidien, des stratégies également de prévention des risques à travers une forte biosécurité. Aujourd'hui, il est nécessaire de mettre de plus en plus d'hygiène dans nos élevages, de mettre des prophylaxies correctes, de faire un plan de vaccination clair, parce que sinon, quand les catastrophes surviennent et qu'on perd les oiseaux qui sont élevés durement par milliers,
on aggrave en fait le problème qui est déjà patent. Et je donne ici un exemple clair au niveau du stress thermique chez la volaille pour vous rappeler ce que c'est quand je prends l'exemple que je donnais en introduction du coup de chaleur qu'il y a eu dans mon pays le 15 mars dernier. Alors, la volaille, elle ne sait pas transpirer. Elle a des mécanismes de lutte contre la chaleur qui procèdent essentiellement par du halètement. Donc, lorsqu'il y a un gros coup de chaleur et que la température est élevée et que ça se complique dans des pays côtiers comme le mien au Bénin par une humidité très élevée, il se déclenche un phénomène de thermorégulation qui devient inefficace. Le poulet n'arrive plus à perdre en haletant ou en écartant ses ailes assez de chaleur. Donc, il essaye de dégager, mais c'est de la chaleur qui lui revient et ça propose ce que nous on appelle le stress thermique et qui entraîne de fortes mortalités. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi de mettre dans le quotidien et dans les process d'alimentation de la volaille une meilleure régularité, c'est-à-dire servir l'aliment uniquement quand il fait frais. Avant, on pouvait donner l'aliment à l'animal quand on le voulait, mais aujourd'hui, une des stratégies d'adaptation à la chaleur, c'est de travailler à servir l'aliment à l'animal uniquement quand il fait frais, aux heures les plus fraîches de la journée, le matin ou très tard le soir. Mais à midi, quand il fait chaud et que l'animal doit déjà lutter contre la chaleur, il est important de ne pas à ce moment lui servir de l'aliment. Il faut lui donner de l'eau. Et quand il fait très chaud, lui donner de l'eau fraîche, de l'eau parfois glacée pour pouvoir permettre de leur survie. Il faut essayer de gérer tout ce qui est environnement. Donc aujourd'hui, nous devons travailler à modéliser et à implanter des projets de plus en plus responsables avec des bâtiments bien aérés, avec des bâtiments qui sont entourés d'arbres, qui sont entourés d'une surface végétale, par exemple du gazon, pour préserver une certaine fraîcheur dans l'environnement. Il faut respecter le nombre de sujets qu'on met par mètre carré dans le bâtiment. Bref, aller vraiment sur des stratégies qui permettent à l'oiseau de se préparer euh, au fort coup de chaleur qui pourrait subvenir. Et donc, tout ceci nous permettra d'arriver à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui sont la principale cause de changement aujourd'hui. Il s'agira également de réduire les différentes déforestations, ne tuer un arbre que quand c'est nécessaire et de plus en plus en planter. Gérer le fumier, il y a de belles expériences également de gestion du fumier en faisant des intégrations. Lorsque je fais de la volaille, il est intéressant de faire du maraîchage à côté pour récupérer le fumier. Il y a également des expériences d'élevage mixte avec de la volaille, mais également de la pisciculture. Pisciculture qui est alimentée par les fientes des volailles. Intégrer des mouches soldats, par exemple, dans l'aliment, j'ai oublié d'en parler. Donc, des mouches soldats qui nous permettent de produire des larves et qui sont une source importante de protéines. Éviter vraiment tout ce qui sera consommateur de grande eau et qui va entraîner de la déforestation et trouver ce genre de stratégie-là. En introduction, vous avez également beaucoup parlé du combat que nous on mène pour l'utilisation raisonnée des antibiotiques. Utilisation raisonnée des antibiotiques qui reste un élément très, très essentiel aujourd'hui de notre santé. N'oubliez pas qu'on est aujourd'hui en train de travailler dans un contexte d'une seule santé. Il faut qu'on travaille à allier la santé animale à la santé humaine, mais également à l'environnement qui nous abrite tous. Et donc, dans ce contexte-là, où les antibiotiques sont utilisés, les mêmes molécules en médecine humaine qu'en médecine animale, il est important de travailler à réduire l'utilisation de ces antibiotiques-là en médecine animale. Même s'il peut être plus facile de produire en mettant beaucoup de produits chimiques, une des façons de lutter efficacement contre les changements climatiques serait d'aller dans des modèles plus résilients et plus propres qui utilisent de moins en moins d'antibiotiques afin de préserver notre santé humaine et
avec ce genre de stratégie, je pense qu'ensemble, nous allons y arriver. Voilà ce que je souhaitais présenter. Waouh, 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 waouh. Merci, docteur, pour ce partage d'expertise et d'expérience. Moi, je viens d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que la plupart des participants en ont appris beaucoup aussi. J'invite chacun des participants à laisser les questions, s'il y a bien sûr, ou les suggestions dans la boîte à discussion. Après la présentation du docteur Dorothée, nous allons revenir sur les questions et réponses. Merci beaucoup, docteur, pour cette magnifique présentation. Docteur Dorothée, maintenant nous sommes à vous si vous êtes là. Docteur Dorothée? Patience, are you here? Can you turn on the mic of Dr. Dorothée? Patience? Docteur Dorothée, vous êtes avec nous? OK, nous allons continuer. Pour ceux qui ont des questions, veuillez laisser les questions dans le chat box pour qu'on puisse procéder aux questions et réponses avec Dr. Nadia. Vous êtes là, Patience, are you here? Yes, yes, I'm here. So please, they can raise their hand if they have questions for Nadia, after which Dorothy can go. OK, no problem. Pour ceux qui ont des questions pour Dr. Nadia, s'il vous plaît. OK, docteur, avant que les autres ne viennent, j'aimerais vous poser une question. La question, bon, j'ai plusieurs questions, mais je vais vous poser seulement deux. Selon vous, quels sont les exemples concrets de technologies ou méthodes permettant de minimiser les effets néfastes de la production sur l'environnement? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, selon vous, comment les agriculteurs peuvent équilibrer la rentabilité économique avec la préservation de l'écosystème? Merci beaucoup, docteur. OK. Merci pour votre question. Je vous en Alors, prie. le premier exemple concret, dans notre secteur, par exemple, vous n'êtes pas sans savoir, en agriculture, on essaye, en faisant de l'élevage, de remplacer un peu ce qui se passe dans la nature. Au moment où les poussins arrivent, naturellement, la poule, elle aura tendance à couver ses poussins, à les mettre sous son aile. Et aujourd'hui, en remplacement de ça, on adopte même un certain nombre de méthodes de chauffage. Quand moi j'ai commencé l'agriculture il y a 15 ans dans mon pays, on chauffait essentiellement avec du charbon de bois, c'est-à-dire des foyers qui étaient organisés pour chauffer, pour produire, pour procurer aux poussins cette chaleur artificielle qu'il n'a pas parce qu'il n'est pas sous sa mère et qu'il est dans un bâtiment d'élevage. Aujourd'hui, une stratégie d'adaptation serait de laisser complètement cette méthode-là, parce que le charbon de bois, c'est beaucoup de forêts, c'est beaucoup d'arbres qu'on coupe, et de partir uniquement sur des systèmes tels que des lampes chauffantes ou des radiants chauffants. Et ça fait partie de l'un des intrants que nous on développe aujourd'hui. Non seulement on offre des radiants chauffants, mais des radiants également avec une technologie infrarouge qui permet de ne pas gaspiller le gaz qui alimente le radiant et qui chauffe directement l'animal. Et donc, ainsi, on est sur une réduction de coûts et on est sur un moindre gaspillage. Ça, c'est un premier exemple. Le second exemple, il est revenu également en question, c'est ce remplacement progressif du maïs par le sorgho. Le sorgho qui est la céréale en termes d'analyse qui est la plus proche du maïs et qui n'est pas celle, en tout cas dans mon pays, qu'on utilise plus pour la consommation humaine.
en consommation humaine, il y a une grande compétition qui se fait avec l'élevage sur le maïs. Et donc, remplacer progressivement le maïs par le sorgho. Et le sorgho est une culture qui embrave moins de terre que le maïs. Donc, ça reste aussi une stratégie d'adaptation pour permettre qu'on cultive moins de maïs, donc on ait moins de surface à embraver et que de toute façon, le maïs devient rare et parfois on est obligé d'aller sur des transactions internationales, d'importer le maïs, donc d'émettre de trouver la solution en remplaçant progressivement ce maïs-là par du sorgho. Donc, voilà par exemple deux exemples concrets. Je vais parler du chauffage. J'ai parlé également du remplacement du maïs par le sorgho. Il y a d'autres exemples que je citais tout à l'heure. C'est également de faire des modèles intégrés. J'ai vu de jolis élevages sur pilotis où les oiseaux sont en haut sur les pilotis et en bas, des systèmes d'étang avec récupération de la fiente qui est très intéressante pour la nutrition des poissons, par exemple. Et donc, ce genre de système peut durablement, dans le secteur qui est le miel, l'aviculture, faire en sorte qu'on réduise un peu l'impact. Appelez-moi la seconde question, s'il vous plaît. Je l'ai perdu, il va revenir pour nous la... C'était une question sur la rentabilité, c'est-à-dire est-ce que tout en réduisant, tout en adoptant de meilleures stratégies, on pourrait avoir plus de rentabilité? Oui, effectivement, et c'est le but, parce que si on n'est pas rentable, on ne pourra pas continuer l'activité. Mais il faudrait qu'on oublie les systèmes de rentabilité tout de suite et qui demain ne nous permettent pas de perdurer. Il faut vraiment aller sur des systèmes plus résilients, des systèmes qui permettent de faire l'élevage longtemps en préservant la nature. Il ne faut pas penser uniquement à la rentabilité immédiate. Et quand je reviens à l'exemple du radiant au niveau du chauffage que je proposais, voilà un système qui, tout en protégeant la nature, nous permet aussi d'avoir une meilleure économie et d'avoir un meilleur coût de production. Alors, dans le chat, je vois des questions. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Vous me recevez, docteur? Oui, moi, je vous reçois. Vous m'avez perdu un temps? Non, c'est bon. D'accord. Voilà. Il y a Aïcha qui a posé une question dans le chat box. OK. Elle veut savoir, en proposant de remplacer le maïs par le sorgho dans l'alimentation de volailles ou bétail, elle veut savoir si le sorgho a le même rendement que le maïs en termes d'apport nutritionnel. C'est ça. Parce que rappelons-nous que le maïs apporte essentiellement l'énergie. C'est la céréale qu'on utilisait facilement partout parce que le maïs apporte beaucoup d'énergie et peut être assez facile à trouver. Donc, en termes d'analyse, la céréale la plus proche du maïs reste ce sorgho-là. Donc, c'est pour ça qu'il est choisi. Le sorgho aujourd'hui apporte quasiment presque autant d'énergie que le maïs et même un peu plus de protéines. C'est vrai, au niveau des fibres, le sorgho peut avoir des fibres dont la digestion n'est pas aussi optimale pour la volaille que le maïs. Mais l'idée, c'est de trouver un optimum. On peut ne pas remplacer tout le maïs par du sorgho, mais prendre conscience de cette céréale-là qui est peu cultivée et qui quand même peut être un remplaçant efficace et évite la compétition avec l'alimentation humaine qui crée des phénomènes de hausse de prix au niveau du maïs dans nos pays. OK, merci, docteur. Merci, docteur. Aïcha, je pense que vous êtes satisfait de la réponse. Patience, can you turn on the mic of Dr. Dorothy, please? Patience.
Patience, are you with us? Yes, I am, Bisa. Yeah, please, can you turn on the mic of Dr. Dorothy? Oh, did she leave? I made her a co-host. Where is she? I made her a co-host initially. I will just go ahead and make her a co-host again. Yes, I've made you a co-host, Dr. Garrity. Please, you can go ahead and unmute your mic. It's okay? Enfin, oui. Depuis là, j'essaye de me connecter. Il n'y avait pas moyen. Désolée, moi. Oh, Merci. nous sommes vraiment désolés. C'est les aléas de la technologie, au fait. Ok, merci. Est-ce que je peux avoir la possibilité de partager mon écran? Oui, bien sûr. Patience. Merci. Patience. Dr. Dorothy wants to share her screen. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est en processus. Ok, merci beaucoup de m'avoir invité à participer. Je tiens déjà à féliciter Dr. Nadia, qui était déjà ma buddy pour les lauréats de l'année dernière. Nous nous sommes rencontrés et ce fut une très belle aventure, comme elle vous a dit tout à l'heure. Stratégie d'adaptation et d'atténuation en production. Pour moi, nous allons commencer par les définitions. Comment atténuer les changements climatiques? Quelles sont les méthodes d'adaptation? Qu'est-ce que la théorie de changement? Parce que là, je pense que nous sommes des entrepreneurs et que chaque entreprise devait mettre sur pied une théorie de changement pour pouvoir s'adapter. Et Agrixtech, c'est l'entreprise dans laquelle je travaille, que j'ai cofondée. On va vous montrer également comment nous, on gère les changements climatiques et les objectifs BRAS, c'est-à-dire quels sont nos objectifs par rapport aux changements climatiques, comment faire face à ces changements climatiques. C'est vrai que le docteur Nadia vous a donné déjà beaucoup de définitions. Quand on parle de changement climatique, ce sont les modifications du climat accompagnées d'une augmentation générale de la température au niveau mondial. Ces modifications sont dues à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Il faudrait qu'on note que quand on parle d'agriculture, parce que la plupart de personnes confondent, disent que le CO2 est le gaz le plus nocif comme gaz à effet de serre, mais non. Dans l'agriculture, c'est beaucoup plus le méthane et le protoxyde d'azote. Nous allons le voir un peu plus bas. Maintenant, les atténuations, c'est quoi? Les atténuations, c'est l'intervention humaine visant à réduire les sources et les émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi? Ça veut concrètement dire qu'est-ce que nous faisons pour limiter les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est ça qu'on appelle l'atténuation. Maintenant, dans les adaptations, l'adaptation, c'est l'ensemble d'initiatives et de mesures prises pour réduire la vulnérabilité et renforcer la résilience des systèmes naturels et humains aux effets réels ou prévus des changements climatiques. Comment on s'adapte? Pour l'atténuation, on doit tout faire pour réduire les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Maintenant, l'adaptation, les gaz sont déjà là, la température est déjà élevée. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir nous adapter à cela? Enfin, le dernier thème, c'est la résilience. Qu'est-ce que la résilience? La résilience, c'est la capacité des systèmes socio-économiques et environnementaux à faire face à un événement, une tendance, une perturbation dangereuse, en répondant ou en se réorganisant de manière à maintenir la capacité d'adaptation, d'apprentissage et de transformation. Ça veut dire que nous, en tant que chefs d'entreprise, nous devons rendre, si vous travaillez avec des agriculteurs, nous devons rendre nos agriculteurs résilients face au changement climatique. Maintenant, l'adaptation et l'atténuation sont les deux principales réponses face au changement climatique, comme vous pouvez le voir sur le schéma. On a le climat, on a les changements climatiques. Maintenant, les émissions gaz à effet de serre, c'est ça qu'on appelle l'atténuation. Qu'est-ce qu'on doit modifier pour diminuer les gaz à effet de serre dans
l'atmosphère. C'est ça qu'on appelle atténuation. Maintenant, l'adaptation, c'est quoi? Les impacts sur la société et les écosystèmes. Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir s'adapter déjà au changement climatique? Donc, voilà les deux thèmes. L'atténuation et l'adaptation face au changement climatique, quel que soit notre domaine d'activité. Maintenant, quelles sont les stratégies d'atténuation qu'on rencontre dans l'agriculture? J'ai été très contente parce que Nadia a parlé beaucoup plus de l'élevage, comme elle explique. Moi, c'est dans l'agriculture. Donc, la première stratégie d'atténuation, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit réaliser, chaque entreprise, que ce soit dans l'agriculture, moi je me suis beaucoup plus basée dans l'agriculture, mais nous tous, quel que soit le domaine d'application, on contribue à l'élévation des gaz à effet de serre. Donc nous devons d'abord commencer par réaliser un diagnostic de gaz à effet de serre sur nos exploitations ou bien sur nos entreprises. Diminuer le méthane, parce que le méthane, c'est beaucoup plus dans la fermentation entérique. Ce sont les animaux qui produisent beaucoup plus le méthane. Et pour cela, il faut donc développer des méthanisations à la ferme ou collectif. Ça veut dire quoi? Si on est dans une région, on peut se décider entre nous de faire des méthanisations. Optimiser les pratiques agricoles durables. Équilibrer la fertilisation, c'est-à-dire on ne doit plus seulement utiliser le chimique, on peut mélanger le chimique avec les fientes de poule, comme Dr Nadia nous a expliqué tout à l'heure. Maintenant, la deuxième stratégie, c'est stocker le carbone. On parle d'atténuation, c'est-à-dire diminuer l'effet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Comment on peut faire cela? On voit sur le schéma numéro 2 l'estimation du stock de carbone dans les 30 premiers centimètres du sol. Ça veut dire quoi? Pour atténuer les changements climatiques, nous devons améliorer les couverts des végétaux, augmenter la part des prairies dans les assolements, accroître la durée de vie des prairies, augmenter la part de l'herbe. Donc, nous devons tout faire pour conserver la forêt. Encourager même l'agroforesterie, ça veut dire quoi? Si vos agriculteurs font par exemple le maïs, leur encourager à mettre même 3 à 5 arbres fruitiers dans le champ de maïs, parce que après le maïs va partir, mais les arbres fruitiers seront là. Donc, beaucoup plus fait dans l'agroforesterie. La troisième stratégie, c'est consommer moins d'énergie pour équilibrer la fertilisation. Je peux utiliser le chimique et aussi les fientes de poule, les bouses de vache, tenir une éco-conduite des tracteurs, installer le matériel économique, favoriser les techniques culturelles simplifiées, comme nous le voyons sur le schéma là. Produire les énergies renouvelables, ça veut dire qu'il faut développer d'autres énergies que les énergies fossiles. Si nous voulons atténuer l'effet des changements climatiques, nous ne devons plus nous concentrer sur les énergies fossiles. On doit également penser aux biocarburants, on doit penser au photovoltaïque, on doit penser à l'énergie solaire. Toutes ces énergies renouvelables vont nous permettre de diminuer l'impact des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Maintenant, en tant qu'entreprise, quelles sont les méthodes d'adaptation que je dois adopter? Avant de parler d'adaptation, je dois d'abord reconnaître. Il y a 4 étapes avant qu'on ne s'adapte. La première étape, c'est reconnaître l'enjeu. Oui, on parle de changement climatique, on dit hausse des températures. Qu'est-ce que la hausse des températures peut créer? Quel est l'enjeu de ces hautes températures-là? La deuxième étape, c'est se préparer. Comment je peux donc faire pour essayer de me préparer face à l'adaptation? Analyser les options que j'ai devant moi et les solutions. La troisième, c'est mettre en œuvre, la mise en œuvre. Je mets quoi en œuvre? Donc, mettre en place des mesures d'adaptation et faire le suivi. Sur l'une des adaptations, c'est essayer de conseiller aux agriculteurs les semences qui peuvent pousser à 30 degrés. Je prends donc ça comme ma mise, c'est ce que je vais mettre en pratique. Maintenant, il faudra donc s'ajuster, évaluer les résultats obtenus au revoir du besoin.
Donc, avant de parler d'adaptation au changement climatique, il faudrait déjà qu'on comprenne quelle adaptation on va mettre en jeu, se préparer et s'ajuster. Voilà un schéma global qui nous parle de l'adaptation et des changements et l'atténuation. On voit que dans le cas d'adaptation, par exemple, à ma gauche, on parle des objectifs d'adaptation. C'est quoi? Renforcer notre capacité d'adaptation, accroître la capacité de prospecter dans les conditions climatiques différentes. Nous devons apprendre à nos agriculteurs que s'il n'y a pas de pluie, désormais, vous devez faire vos plantations à côté des cours d'eau. C'est une façon de s'adapter aux problèmes de changement climatique. Il faut améliorer leur résilience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent désormais, on doit développer des variétés. Ils ne doivent plus s'aimer n'importe comment. Vous devez les aider avec des variétés qui peuvent facilement supporter soit la chaleur, soit beaucoup de pluie. Donc, et mettre sur pied les pratiques agricoles qui vont les aider à, malgré les changements climatiques, à continuer à cultiver et à se nourrir. Dans le cas de l'atténuation maintenant, comme on l'a vu tout à l'heure, ça englobe adaptation et atténuation. L'objectif, réduire le CO2 dans l'atmosphère. Comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que le CO2, il y a le protoxyde d'azote, il y a le méthane. Quelles sont ces méthodes-là? On peut décider de pratiquer avec les transports durables, utiliser les vélos, utiliser les énergies renouvelables, technologie à haut rendement d'énergie, amélioration des processus industriels. Donc, ce tableau englobe tout ce que nous pouvons mettre en œuvre pour atténuer et nous adapter au changement climatique. Maintenant, c'est quoi la théorie de changement? J'ai voulu vous parler de la théorie de changement parce que chaque entreprise qui se veut actuellement, si vous voulez postuler aux investisseurs ou quoi que ce soit, la première des choses, ils vont vous demander, est-ce que vous avez une théorie de changement? Est-ce que la théorie de changement, c'est une grille pour surveiller et évaluer la performance des activités mises en œuvre dans le cadre des programmes d'adaptation. Comme nous sommes dans le cas des changements climatiques, nous pouvons décider de créer notre théorie du changement en disant limitation ou alors diminuer l'utilisation des pesticides chimiques par les agriculteurs. Voilà notre théorie. Et là, on va donc on va tout mettre en œuvre pour que l'impact se ressente chez les agriculteurs. Pour donc faire cette théorie-là, la première étape, c'est d'identifier le problème et de définir vos objectifs. C'est quoi le problème que je veux résoudre? On a les changements climatiques. Si moi, je fais peut-être dans l'agroalimentaire et que le problème, c'est un problème d'emballage, est-ce que parce que j'utilise les plastiques qui sont nocifs à l'environnement, je dois donc réfléchir comment je peux produire des plastiques biodégradables? Dès que j'ai identifié mon problème, la deuxième étape, c'est de déterminer les intrants et les résultats. Une fois que vous avez identifié vos objectifs, vous devez remonter en arrière pour identifier les résultats. Oui, quand j'aurai fini de dire aux agriculteurs de ne plus utiliser les fongicides chimiques, qu'est-ce que je m'attends à trouver? Est-ce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'anticipe déjà les résultats. Et quand j'anticipe les résultats, je mets donc tout en œuvre pour que mes résultats attendus soient vraiment, que j'ai ces résultats-là. La troisième étape, c'est définir les intrants et les activités. Les intrants, c'est toutes les activités qui vont vous permettre d'aboutir à vos objectifs. Identifier les risques. À chaque fois, on ne doit jamais oublier le risque à chaque fois qu'on veut faire une théorie de changement. Tout ce qu'on peut même faire dans la vie, on doit identifier les risques parce qu'à chaque fois, il y aura toujours un risque. L'identification des risques et des causes vont vous aider à élaborer les stratégies pour les éliminer et réduire l'impact. La cinquième étape, c'est de définir des indicateurs pour mesurer les résultats. Les indicateurs, ce sont les indicateurs d'impact. Maintenant, nous avons la chance avec les ODD, les objectifs de développement durable, dont la plupart des entreprises maintenant, pour créer leur théorie de changement, se basent sur les objectifs de développement durable. Par exemple, à Grixtech, nous avons comme nos impacts, on les voit sur l'objectif durable numéro 2,
numéro 5, numéro 8, numéro 13, zéro faim, zéro, pas de pauvreté, travail décent, lutte contre les changements climatiques, amélioration, valorisation, égalité des sexes. On peut se baser. Donc, on a la chance qu'on a déjà les ODD. On a 17 ODD. On peut donc décider que dans mon entreprise, je vais travailler sur tel impact et je fais ma théorie de changement. Voilà les objectifs que je veux obtenir. Si c'est sur les conditions environnementales, j'essaye de définir. À la 6e étape, vous surveillez vos progrès et à la 7e, vous mettez en scène votre initiative. Mettre en scène veut dire quoi? Ça veut dire que dans votre site web, le site web de votre entreprise, quand on entre, on voit votre théorie de changement. On va comprendre que vous êtes des entrepreneurs sérieux. Donc, quand quelqu'un entre dans votre site, il voit, waouh, ils disent que si c'est en ce qui concerne l'égalité des sexes, ils ont financé 54% de femmes alors qu'ils ont seulement financé 40% d'hommes. Ça montre déjà à toutes les personnes qui veulent travailler avec vous que l'un de vos objectifs, c'est encourager le travail, l'épanouissement des femmes, l'égalité des sexes. Maintenant, ça, c'est un exemple de théorie de changement que j'ai pris dans le net. Vous voyez là le produit, c'est quoi? C'est en anglais, c'est vrai. Le résultat, l'adaptation. Ici, le résultat, c'est quoi? C'est l'adaptation à la performance, c'est-à-dire réduire. Ils ont fait ça, leur changement, leur théorie de changement pour réduire la vulnérabilité des pauvres. Donc, ils améliorent la résilience et ils leur permettent de s'adapter. Et maintenant, leur impact, c'est quoi? Leur impact vient dans le développement des performances. Donc, ils peuvent déjà promouvoir le bien-être des humains, réduire les pertes et tout. On voit aussi en bas les chocs climatiques et les stress, comment ils peuvent diminuer ça chez les animaux. Enfin, en ce qui concerne AgriXtech, comment nous nous faisons pour aider les agriculteurs à faire face au changement climatique? La première des choses, c'est que on a constaté que les agriculteurs utilisent abusivement les pesticides et même les engrais. Donc, on va commencer par analyser les sols. Ça veut dire quoi? Dès qu'on a l'analyse des sols, l'agriculteur ne va appliquer l'engrais que si la plante en a besoin. Donc, si c'est la culture du maïs, on fait l'analyse de sol, on voit est-ce qu'il manque des éléments chimiques dans le sol. S'il ne manque pas, on va conseiller à l'agriculteur de ne rien mettre parce que son sol est assez riche. Notre deuxième, et après cela, on les distribue, les semences. On distribue les semences en fonction. On a parlé tout à l'heure, on peut distribuer des semences qui seront résistantes. En fonction de la localité, en fonction des analyses de sol, on va donc conseiller les semences qui vont aider les agriculteurs à faire face au changement climatique. En troisième position, on les distribue également les intrants. Les pesticides, parfois ce sont les extraits qu'on les conseille. Si vous avez le Nîmes, il faut pulvériser. En quatrième, nous, comme vous pouvez le constater, AgriXtech, ça veut dire qu'on fait dans l'agriculture technologique. Donc, on utilise des appareils comme l'appareil qui est sur la photo numéro 13. Ça nous permet d'avoir la pluviométrie, la température, l'humidité du sol, le vent dans toute la localité. Donc, on fait tout ça. Tout ça, c'est pour aider nos agriculteurs à faire face au changement climatique. Également, nous faisons dans le monitoring. Ça veut dire qu'on a créé une application qui permet à nos agriculteurs de détecter les maladies des plantes. Ils deviennent résilients et autonomes. Il n'a pas besoin d'appeler quelqu'un quand il a un problème dans son champ. Avec l'application, il détecte la maladie de la plante, il voit le traitement et comment et surtout le traiter. Enfin, on leur aide également à avoir accès au marché. Parce que l'accès au marché est l'un des stress avec les agriculteurs. Avec les changements climatiques, parfois il y a pénurie, parfois il y a tellement abondance. Et quand il y a abondance, l'agriculteur ne peut pas revenir sur ses dépenses. Donc, quand il y a abondance, on a un magasin, on va stocker et on va aider nos agriculteurs à vendre leurs produits plus chers. Voilà comment nous aidons les agriculteurs à faire face au changement climatique.
Maintenant, en ce qui concerne nos objectifs BRAS, BRAS, c'est pour lutter, comment faire face au changement climatique. Nous avons décidé d'améliorer l'adaptation des femmes au changement climatique. Donc, c'est ça que nous allons mettre en place. S'il faut dire, ce sera notre nouvelle théorie du changement. Et pour cela, on voudrait mettre sur pied les initiatives d'adaptation comprenant l'identification des impacts sexuels spécifiques des changements climatiques, ainsi que des mesures pour y répondre, en particulier dans les domaines liés à l'eau, la sécurité alimentaire, l'agriculture, l'énergie, la santé, parce qu'on a constaté que déjà les femmes sont d'abord très stressées. En agriculture, c'est à la femme que revient à 80% la nutrition. C'est la femme qui prépare, c'est la femme. Donc, la plupart des petits agriculteurs dans les villages, ce sont des femmes. S'il faut encore leur ajouter le stress climatique, ça ne va pas donner. Par exemple, il y a la sécheresse, elle ne sait plus comment elle va s'aimer, comment elle va avoir. Donc, on essaye de réduire ce stress climatique-là chez les femmes. Notre deuxième option sera de prioriser les besoins des femmes dans les projets de développement et de financement. Nous faisons également dans le financement, ça veut dire quoi? Si on a en face de nous un homme qui veut un financement et une femme qui veut un financement, on va devoir privilégier les femmes parce que ce sont elles qui sont le plus marginalisées et que ce sont elles qui s'occupent majoritairement de la nutrition dans la famille. En troisième objectif, nous avons l'intention d'introduire les technologies visant à atténuer les effets des changements climatiques et encourager les organismes de financement et des donneurs à prendre en compte les situations propres aux femmes. Donc, il faudrait qu'on encourage ceux qui financent à prendre les situations aux femmes. Il y a certaines femmes qui, pour faire quelque chose, elles doivent demander l'avis de son mari. Donc, on doit prendre tout ça en compte en ce qui concerne également les changements climatiques et privilégier ces femmes-là. Et enfin, éliminer les obstacles économiques, sociaux et culturels qui empêchent les femmes de bénéficier des investissements, des programmes d'adaptation et d'atténuation. Ça veut dire les problèmes culturels. Dans certaines cultures au Cameroun, la femme n'a pas le droit de parler, la femme ne peut pas faire ceci, la femme ne peut pas. Donc, on doit éliminer tous ces obstacles-là et permettre aux agriculteurs femmes de pouvoir s'épanouir et de devenir résilients face au changement climatique. Thank you for your kind attention. J'en ai terminé. Magnifique, magnifique. Merci, Dr. Dorothée, pour cette intervention, pour cette présentation sublime, détaillée et enrichissante aussi. Vraiment, merci d'avoir partagé vos expertises avec nos différents participants. J'appelle les participants à balancer des emojis pour montrer à quel point ils sont satisfaits de ces présentations de Dr. Nadia et Dr. Dorothée. Vraiment, c'est magnifique. Dr. Dorothée, il y a des questions dans le chat box. Il y a M. Eli qui a laissé, c'est Eli, c'est monsieur ou bien madame. Désolé, Eli. OK. Donc, il y a Eli qui a laissé deux questions pour vous, Dr. Dorothée. La première, c'est quel rôle vous voyez? Non, non, je n'ai pas accès. Donc, vous pouvez me dire, s'il vous plaît, ma connexion dérange un peu. OK. La première question de Elie, c'est quel rôle joue la biodiversité dans le changement climatique et la résilience des écosystèmes? Quel rôle joue la biodiversité dans le changement climatique et la résilience des écosystèmes? La deuxième question, c'est quels sont les efforts mondiaux pour protéger la biodiversité et lutter contre l'extinction des espèces? OK, merci pour la question. Quand on parle de biodiversité, comme on vient de le dire, je vais commencer par les effets mondiaux et retomber sur la première question. Nous avons tantôt dit tout à l'heure que, par exemple, à Agristec, nous limitons l'utilisation des pesticides chimiques. Parce que quand les agriculteurs pulvérisent les insecticides, ils peuvent pulvériser l'insecticide en disant qu'il va tuer un insecte qui est sur son plant de maïs. Mais il ne sait pas que cet insecticide-là peut également tuer des insectes comme les abeilles.
Or, nous savons tous le rôle pollinisateur des abeilles. Nous savons tous que les abeilles produisent le miel. Donc, en limitant l'utilisation anarchique de ces pesticides chimiques-là, nous encourageons nos agriculteurs à ne pas détruire la biodiversité. Donc, maintenant, le rôle de la biodiversité, on n'a pas que des nuisibles dans la nature, même dans le sol en mettant les engrais. On a des vers de terre. Quand on veut faire le sol, il y a des vers de terre et les vers de terre dans un sol, on sait que quand tu vois les vers de terre, c'est un sol fertile, il y a des termites, il y a beaucoup d'insectes et d'êtres vivants dans le sol qui permettent même à nos racines, à la racine de la plante, de bien se développer, de pouvoir bien respirer. Et quand on utilise mal certains pesticides, ça va détruire cette microflore-là. Et quand cette microflore est détruite, on va constater qu'il y a même certaines plantes qui n'arrivent plus à pousser. On ne sait pas que c'est parce qu'on avait détruit tel insecte. On a les insectes pollinisateurs. Quand on parle d'insectes pollinisateurs, ce sont ces insectes-là qui vont permettre qu'il y ait pollinisation, après qu'il y ait les fruits et tout. Si on détruit ces insectes pollinisateurs, on va seulement constater que non seulement ces insectes pollinisateurs ont disparu, mais également que certaines espèces végétales disparaissent parce qu'il y a des insectes spécifiques pour certaines plantes. Donc, tout ça va dans la conservation de la biodiversité. Merci beaucoup. Merci, docteur, pour la réponse. Monsieur Elie, j'espère que vous êtes satisfait de la réponse du docteur Dorothée. OK, docteur, j'ai deux questions pour vous. La première question, c'est quelles sont les meilleures pratiques pour réduire l'empreinte carbone dans la production agricole? Les meilleures pratiques. Quelles sont les meilleures pratiques pour réduire l'empreinte carbone dans la production agricole? Et la deuxième? La deuxième, quels sont les défis auxquels les agriculteurs sont confrontés lorsqu'ils cherchent à mettre en œuvre des stratégies d'adaptation et d'atténuation en production? Merci. Je vais commencer par la deuxième question. Quelles sont les méthodes que les agriculteurs mettent en œuvre, c'est ça? Quels sont les défis auxquels les agriculteurs sont confrontés? OK. Le premier défi, déjà, c'est le manque de pluie. On sait tous que pour qu'une plante germe, il faudrait qu'il y ait de la pluie. S'il faut vous prendre l'exemple du Cameroun actuellement, nous sommes censés être en saison pluvieuse et c'est depuis le 15 mars que les agriculteurs devaient s'aimer, mais c'est déjà à plus de 4 semis. Ils sèment, il pleut aujourd'hui, après 2 semaines, il ne pleut pas. Et quand il ne pleut pas, les plantes les semis qu'ils ont mis en terre ne germent pas. Et donc, le premier problème, c'est ce problème de changement de climat, de saison, dont les agriculteurs ne savent plus exactement quand est-ce qu'il faut s'aimer, quand est-ce qu'il ne faut pas s'aimer. Et ils n'ont même pas cette information-là. Parce que quand on sait bien que la connectivité, même le réseau ne passe pas, combien de personnes suivent la météo pour savoir qu'il ne va pas pleuvoir dans telle région où il ne va pas. Donc, le premier problème, c'est un problème de pluie. Le deuxième problème, c'est avoir accès à l'intrant de qualité. Oui, on me parle de changement climatique. Maintenant, on me dit que tel a développé une semence qui peut faire que le docteur Nadia parlait par exemple du sorgho tout à l'heure. Si je n'ai pas cette information-là, comment je saurais qu'au lieu du maïs, je peux s'aimer le maïs, le sorgho à la place du maïs parce que le sorgho n'a pas besoin d'assez d'eau. Donc, il y a ce problème d'information-là. Et le troisième, c'est le problème de financement. Dans l'agriculture, ce qu'on oublie, c'est que tous les intrants coûtent de l'argent. Il faut également les semences de qualité. Il faut. Donc, et la plupart des banques et des microfinances dans les pays africains, comme si je vais prendre le Cameroun, ne prennent pas en compte les agriculteurs parce qu'ils n'ont pas de garantie spécifique. Donc, on a ces problèmes-là. On a les problèmes de saison. Les agriculteurs ne savent plus quand s'aimer.
On a les problèmes d'accès à l'information et au bon intrant, et on a les problèmes de financement. Maintenant, pour la première question, en ce qui concerne les possibilités de comment réduire l'empreinte carbone dans l'agriculture, la première des choses, c'est de pratiquer l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est quoi? Ne plus faire des cultures intensives. Par exemple, je vais prendre le cas de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, qui est premier producteur de cacao, ils ont fait la culture extensive du cacao. Ça veut dire quoi? Ils ont détruit des hectares et des hectares de terrain seulement pour faire le cacao. Vous pouvez arriver dans un champ, on vous dit 50 hectares, c'est seulement le cacao, il n'y a aucun arbre. Donc, actuellement, pour diminuer l'empreinte carbone, on doit exiger à nos agriculteurs. Si je prends le cas du cacao, que tu veux faire ton hectare de cacao, dans chaque hectare de cacao, on doit avoir 25 arbres naturels. Ça veut dire que tu ne dois pas détruire 25 arbres naturels. Et en dehors de ça, tu dois planter les arbres fruitiers, au moins 10 dans cette parcelle-là. Donc, on ne doit plus enlever parce que quand on parle de culture extensive, comme dans le cas de la Côte d'Ivoire, ils ont tout coupé. Donc, désormais, on doit beaucoup plus avantager l'agroforesterie. Comme deuxième, il faut également encourager les prairies, multiplier même les légumineuses. Les légumineuses, c'est le haricot, c'est le soja, c'est les arachides. Tout le monde, nous connaissons leur importance dans la fertilisation des sols parce qu'ils sont capables de fixer l'azote atmosphérique. Donc, ce sont les cultures qu'on doit toujours associer. Par exemple, au Cameroun, on fait la culture associée du maïs avec du haricot, du maïs avec du soja. Donc, tout ça va nous aider à diminuer notre empreinte carbone. Développer surtout les unités de méthanisation dans les élevages. Comme on a dit tout à l'heure, le méthane est l'un des principaux gaz à effet de serre. Et le méthane est beaucoup plus produit dans les élevages. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, tous les grands éleveurs devraient avoir des fosses où ils font la méthanisation, c'est-à-dire produire leur propre gaz. S'ils ne peuvent pas faire ça, ils peuvent se regrouper en collectivité et faire ces fosses de méthanisation-là. Merci beaucoup. Merci, docteur, pour les réponses. Il y a des questions dans le chat box aussi. Il y a Jordan. Qui veut vraiment que vous l'aidiez au fait. Il dit, bonjour docteur, actuellement la hausse de chaleur impacte mes activités agricoles. Cela se traduit par la perte de rendement, étant donné que mes champs se trouvent dans un milieu où l'eau est loin. Quelle solution me proposez-vous pour pallier à cela? Merci pour la question. C'est pour ça que tout à l'heure, on a parlé de théorie de changement parce que maintenant, la solution, il n'y a pas de solution, aucune solution pour le moment parce que tu as bien dit que l'eau n'est pas à côté. Qu'est-ce que nous conseillons aux agriculteurs pour qu'il n'y ait pas ce genre de problème? Avant, quand nous travaillons avec un agriculteur, quand il vient avec un projet, on fait l'étude des risques. Ça veut dire qu'on doit établir si ce projet est réalisable. Et l'une des questions de l'étude des risques est, est-ce que vous avez un système d'irrigation? Si l'agriculteur dit, je veux faire 10 hectares de maïs et il n'a pas un système d'irrigation, on va lui dire, s'il te plaît, ne t'engage pas parce qu'on ne sait pas comment la nature va se comporter. Est-ce que vous avez un cours d'eau à côté de vous, là où vous voulez créer votre plantation? Si oui, vous pouvez vous engager et là, on sait qu'en cas de non-pluie, vous pouvez utiliser le cours d'eau. Mais là, vous dites qu'il n'y a pas de cours d'eau à côté. La seule solution, peut-être, c'est de trouver des citernes qui pourront venir arroser. Or, cela va encore coûter énormément cher. Donc, mon frère, désormais, avant de te lancer, avec les changements climatiques qu'on est en train de subir maintenant, une façon de pouvoir s'adapter au changement, c'est
de créer des plantations à côté des cours d'eau ou alors de creuser le puits. Donc, une des solutions aussi, c'est si possible, tu peux créer un puits là où il y a tes plantations. Tu crées un puits, le puits peut même arriver à 25 mètres, 30, 70 mètres. Si tu as la possibilité, tu crées ce puits-là va te permettre d'irriguer ta plantation. Donc, la seule solution actuellement, c'est que tu vas créer un puits qui va t'aider à irriguer les plants dans ta localité. Merci. Merci, docteur, pour la réponse. Jordan, je pense que vous êtes satisfait de la réponse. Il y a une autre question, docteur. Quelles sont les solutions à mettre en place pour restaurer les terres dégradées par les mauvaises pratiques agricoles? Ça, c'est un. Deuxième question, vous est-il possible de faire des prévisions sur le glissement des saisons pour amener les cultivatrices à s'y caler, à s'y adapter? Je vais commencer comme par la dernière question. Est-il possible? Je dirais pas vraiment, mais par exemple, nous au Cameroun, on travaille avec l'ONAP, dont la société qui est spécifiée dans les changements climatiques. Ce sont eux qui gèrent les changements climatiques. Et qu'est-ce qu'ils font? Chaque 10 jours, ils sortent un bulletin qui dit, sur les 10 jours, voilà comment va se comporter le climat. Voilà les températures qu'on va observer. Voilà les pluviométries. Donc, voilà. Et nous, si vous voyez, si vous allez dans la page de Agrixtech, voilà mes contacts sur LinkedIn, sur notre page LinkedIn, vous allez constater qu'on publie chaque 10 jours ces informations-là et nous appelons nos agriculteurs parce que quand on a parlé de monitoring tout à l'heure, on a des agents sur le terrain. Ça veut dire que dès qu'on a le journal la décade de l'ONAC, on va dire aux agriculteurs, si c'est peut-être qu'il y a un qui voulait s'aimer et qu'on constate que l'ONAC dit que dans les 10 prochains jours, il n'y aura pas de pluie, on va lui dire de ne pas s'aimer parce que peut-être il n'y a pas un cours d'eau à côté. Donc, il faudrait qu'on travaille en synergie avec des gens comme l'ONAC, mais pour certaines, il y a déjà des applications, nous n'avons pas encore développé. Il y a des applications qui permettent déjà de prédire ça avec des satellites, des drones et tout, mais nous n'en sommes pas encore là. Mais sinon, nous aidons nos agriculteurs en leur donnant ces informations dans les 10 jours. Chaque 10 jours. Et ce qui est spécifique, c'est qu'on essaye de diminuer le risque dès le départ du projet. Donc, ça veut dire que qu'il y ait pluie ou pas, on doit se rassurer que si notre agriculteur investit, il a au moins un cours d'eau dans sa plantation ou alors il peut creuser un puits avant de s'engager. Merci. La première question, s'il te plaît, je n'ai pas bien... Oui, la première question, c'est quelles sont les solutions à mettre en place pour restaurer les terres dégradées par les mauvaises pratiques agricoles? Très bien. Quelles sont les solutions à mettre en place? Nous pouvons d'abord décider de créer des jachères. Ça veut dire laisser le sol se reposer pendant plusieurs années. On a parlé des légumineuses. Les légumineuses sont l'une des plantes qui enrichissent le sol. Les légumineuses, c'est quoi? C'est le soja, c'est le haricot, c'est... Et parfois, pour faire ça, on sait que pour que la légumineuse fasse ça, elle fait une symbiose avec une bactérie qu'on appelle le rhizobium. Voilà, le rhizobium. Il entre en symbiose avec le rhizobium pour fixer l'azote atmosphérique. Au Nigeria, par exemple, parce que c'est là-bas que nous commandons les rhizobiums, au Nigeria, par exemple, ils vendent déjà ces rhizobiums-là. Ça veut dire que quand tu veux s'aimer ton soja, tu mélanges déjà avec le rhizobium et tu sèmes. Donc, il y aura dans ce sol-là, les bactéries vont permettre de capter beaucoup d'azote. Donc, ça va enrichir le sol. Et quand j'ai mis pour la première campagne, je n'ai plus besoin de rhizobium pour la deuxième. Donc, pratiquer dans ce genre de culture-là, faire les jachères, privilégier les légumineuses, ne plus utiliser les engrais, verser même les fientes de poule. Si je constate que j'ai un terrain qui s'est beaucoup dégradé et que je peux de temps en temps
je verse les fientes de poule parce que la matière organique des fientes de poule, par exemple, ne se dégrade pas rapidement comme les engrais chimiques. Les engrais chimiques, quand tu les mets, quand il y a une pluie, elles sont lessivables. Et quand ça se lessive, ça part directement dans la nappe phréatique et ça cause des problèmes de pollution de l'eau, de la nappe souterraine. Or, avec les fientes, ça se dégrade doucement, doucement. Ça donne encore la microflore du sol qui peut se développer. Donc, laisser le sol se reposer par des jachères, faire des cultures des légumineuses et mettre les engrais organiques. Merci. Merci, docteur, pour les réponses. Très chers participants, je vous notifie que vous pourrez poser des questions à docteur Nadia et à docteur Dorothée. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à balancer dans la boîte à discussion. Elles sont là pour vous. Elles vont répondre à vos différentes questions. Docteur, il y a Marie-Claire qui a posé une question, qui a laissé une question dans le chat box. Elle dit, docteur, comment pensez-vous qu'un cultivateur puisse s'adapter face aux éléphants? Un cultivateur s'adapter face aux éléphants, ça ne sera pas possible parce qu'on sait que les éléphants sont des herbivores. Donc, quand ils vont passer, les éléphants peuvent détruire des hectares et des hectares de terrain. La seule chose, c'est que dans la région, il faudrait que les agriculteurs s'organisent en coopérative. Quand les agriculteurs s'organisent en coopérative, vous pouvez faire une demande à l'État pour qu'on crée des zones protégées. Ça veut dire qu'on ne va plus laisser ces éléphants-là. On peut créer une zone protégée et on la protège comme là, on parle des parcs. On sécurise ces éléphants-là et là, on sait qu'ils sont sécurisés. Ils ne peuvent plus sortir de leur zone du parc où ils sont pour aller créer des dommages chez les agriculteurs. Mais s'il n'y a pas de parc, ce sont des animaux et ce sont des animaux volumineux. On ne peut pas les combattre. Donc, la seule solution, c'est que les agriculteurs s'organisent en coopérative et voir l'État et voir comment on peut créer le parc. J'espère que j'ai pu répondre à sa question. Merci, docteur, pour cette brillante réponse. Marie-Claire, j'espère que vous êtes satisfaite de la réponse de docteur Dorothée. Balancez les questions, s'il vous plaît, si vous avez des questions. Ou bien, s'il n'y a pas de questions, cela veut dire que nos différentes conférencières ont été vraiment explicites et maîtrisent vraiment leur domaine d'expertise. Elles ont su expliquer de manière limpide tous les aspects plutôt de leur domaine. Les questions, s'il vous plaît, si vous avez des questions. OK, je vais poser une question à docteur Dorothée. Docteur, oui. Comment les agriculteurs peuvent s'adapter au changement climatique pour assurer la durabilité de leurs activités? Comment les agriculteurs vont s'adapter au changement climatique pour assurer la durabilité de leurs activités? Oui, c'est déjà qu'on doit aider, nous qui faisons dans les entreprises agricoles, aider les agriculteurs à implémenter les systèmes de production durable. Qui dit durable, c'est regarder le côté social, regarder le côté économique, regarder le volet environnement. Donc, comment les agriculteurs peuvent faire, c'est se rapprocher des gens qui peuvent les aider déjà, se rapprocher des gens qui peuvent aider, suivre, avoir l'information. Parce que d'une part, c'est difficile parce que quelqu'un qui est dans le village où il n'y a pas l'électricité, où il n'y a pas... Je pense que ce sont des mesures que l'État devrait mettre en œuvre pour faire des campagnes de vulgarisation de comment aider les agriculteurs à faire face au changement climatique. Ceux avec lesquels on travaille, eux, ils n'ont pas de problème.
Les agriculteurs avec lesquels on travaille, on peut déjà dire qu'ils peuvent implémenter. Il y a certains qui savent déjà que si 2 jours il ne pleut pas, je dois arroser et que quand je vois que je ne suis pas sûre, il faudrait que j'achète une bonne semence qui peut résister et qu'en fonction même de mes analyses de sol ou de ceci, si j'avais prévu faire la tomate et qu'on me dit que le sol est pauvre pour la tomate, au lieu d'acheter les engrais qui vont coûter cher, je fais mon manioc qui ne va pas demander beaucoup d'engrais. Donc, tout ça, avoir la bonne semence, faire les bonnes pratiques, les biomes, on va les composer, faire des cultures associées, comme tout à l'heure on a parlé avec le soja, mettre les légumineuses dans vos plantations, faire ceci. Donc, toutes ces bonnes pratiques-là peuvent aider les agriculteurs à faire face au changement climatique. Merci beaucoup, docteur Dorothée. Merci vraiment pour cette expertise. Vraiment, je suis sans voix parce que les questions, vous les répondez avec de telles facilités et puis de telles expertises. On voit déjà qu'il y a l'expertise, qu'il y a l'art, qu'il y a la passion du domaine. Merci vraiment. Merci à vous. Docteur Nadia, j'ai une autre question pour vous. Docteur Nadia est avec nous? Oui, je suis là. OK. Lors de la présentation du docteur Dorothée, elle avait parlé de comment allier la santé animale, la santé humaine et l'environnement. Donc, vous, en tant qu'expert du domaine vétérinaire, j'aimerais que vous me parlez un peu de comment faire cette alliance entre la santé animale, la santé humaine et la durabilité environnementale. Merci beaucoup. Déjà, bravo au docteur Dorothée pour cette très belle présentation. Je pense qu'elle est vraiment allée dans les détails et je la remercie pour le travail abattu. Alors, le One Health, une seule santé. Il y a déjà un chiffre qu'il faut qu'on se partage qui nous emmène aujourd'hui à comprendre pourquoi est-ce qu'on doit travailler main dans la main, santé humaine, santé animale et santé environnementale, si on Docteur Nadia, nous avons de la difficulté à vous recevoir. Allô, Oui, c'est mieux? oui, c'est bien maintenant. D'accord. Donc, je reprends. Je félicitais Dr Dorothée pour sa présentation que j'ai trouvée très intéressante et très détaillée. Et quand on parle d'une seule santé aujourd'hui, je voulais poser le problème en rappelant un chiffre qui fait peur. L'OMS dit qu'en 2050, il y a ce qu'on appelle la pandémie silencieuse. 10 millions de personnes vont mourir d'antibiorésistance. C'est-à-dire, quand on est malade et qu'on arrive à l'hôpital aujourd'hui, qu'on a une infection, en général, on va vous donner un antibiotique pour pouvoir traiter votre infection, après avoir fait un antibiogramme, bien sûr. Mais malheureusement, de plus en plus, les bactéries développent des résistances diverses aux antibiotiques qu'on a de disponibles. Rappelons-nous que les molécules antibiotiques ne sont pas immenses. C'est les mêmes qu'on utilise en santé humaine, qu'on utilise en santé animale. Et donc, aujourd'hui, même si les humains ou même si la pharmacie humaine ou la médecine humaine fait des restrictions et qu'en santé animale, on continue d'utiliser à tort et à travers les antibiotiques, ce qui va se passer, c'est que les animaux vont déverser dans l'environnement leurs déjections pleines d'antibiotiques. Les bactéries vont développer de nouvelles résistances et donc, on n'aura plus de médicaments pour nous soigner. On nous racontait l'exemple d'un éleveur de poulets qui est dans le Maghreb, dont l'enfant a tout le temps mangé des poulets remplis d'antibiotiques. Et malheureusement, son enfant de 7 ans a attrapé une petite infection et arrivé à l'hôpital, il ne pouvait pas être soigné. En tout cas, on n'a trouvé aucun antibiotique pour le soigner. Donc, face à des exemples aussi parlants,
Aujourd'hui, l'approche Une seule santé est née vers les années 2000 et c'est une approche intégrée pour permettre de réfléchir ensemble à notre survie. Il y va de notre survie parce que si chacun dans son couloir continue de faire comme il veut et qu'on ne se met pas ensemble pour mettre toutes les trois santé qui interagissent pour pouvoir sauver notre environnement, on ne va pas y arriver. Donc, c'est ce que je pourrais répondre. Merci beaucoup, Dr Nadia, pour cette brillante réponse. Merci vraiment. Aujourd'hui, nous sommes partis à un niveau parce que nous avons des invités de taille et qui maîtrisent vraiment le domaine. Des questions dans le chat box? Je vois que les participants ne sont pas très chauds ou bien ils sont stupéfaits par l'expertise de nos deux invités de taille. Moi, je voudrais dire merci à Dr Nadia pour sa réponse parce que là, ça veut dire que c'est un problème très dangereux pour la santé. Parce que comme elle expliquait, si nous tous maintenant on devient résistants aux antibiotiques, on va tous mourir. Donc, il y a un travail et que chacun dans son domaine prenne des dispositions pour réduire les effets des changements climatiques. Effectivement, Dr. Dorothée. Patience, can you please share your screen? Yes, please, I'll do that now. Okay. Dr. Dorothy, you have to stop sharing so that I can share. I'm very sorry. Je n'arrive même plus à voir ma machine à planter. Donc là, la seule chose que je vais faire, c'est de me déconnecter et me reconnecter après. OK. D'accord. Voilà. Merci. OK, c'est bon. Envoyez des emojis dans le chat box des participants pour montrer quelle est votre satisfaction. Êtes-vous satisfaite? Si vous êtes satisfait ou pas. Les emojis pour le docteur, pour nos conférencières. OK, il y a Benjamin qui a une question. Benjamin, c'est pour Dr Nadia ou bien pour Dr Dorothée, s'il vous plaît? Benjamin, la question est pour Dr Nadia ou pour Dr Dorothée, s'il vous plaît? Dr Dorothée. Je ne sais pas si Dr Dorothée est en ligne. Oui, je suis là. La question, OK. c'est quoi, s'il vous plaît? OK. Benjamin dit, docteur, je voulais savoir la place de l'innovation et la recherche dans les stratégies locales d'atténuation et d'adaptation des effets des changements climatiques sur les productions agro-pastorales. L'effet de la recherche, déjà, je voudrais citer les exemples de beaucoup dans l'agro-pastorale. Il y a des technologies développées déjà qui permettent, par exemple, Je vais prendre un exemple palpable. On travaille dans un projet, le projet Nestlé, avec l'Union européenne, qui permet de mettre en place des algorithmes qui vont permettre aux agriculteurs peut-être de volailles et même de bétail de pouvoir anticiper sur les maladies de leur bétail. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On peut créer des applications qui permettent de détecter même les maladies des poulets avant que la maladie n'arrive. Il y a déjà ça, il y a des fermes témoins. On met les caméras, on surveille le mouvement des volailles. L'agriculteur est chez lui, il est connecté avec son téléphone à la ferme.
Tout ça, c'est pour atténuer l'effet des changements climatiques. Donc, dès qu'il y a seulement élévation de température dans la ferme, ça signale automatiquement l'agriculteur parce qu'on sait que les animaux sont beaucoup plus sensibles au changement de température. Donc, quand il y a cet thermostat-là et les vidéos dans ta ferme, tu es à la maison, après tu reçois un message instantané qui dit il y a telle température maintenant dans la ferme et connaissant déjà que cette température ne sera pas bonne pour si ce sont des poulets, tu dois donc agir et essayer de diminuer cette température-là. Donc, dans les recherches et technologies, il y a beaucoup d'avancées déjà. Il y a des applications qui permettent de suivre le bien-être de ces animaux-là. Il y a même certains animaux à qui on met des puces. Ces puces-là permettent de vérifier tout ça, la température, le bien-être. Il y a dans les puces ou bien des colliers. Il y a des colliers numériques qu'on fait porter au cheptel. Et même s'il disparaît, tu connais là où ton animal se trouve, quelle est sa température corporelle, est-ce que l'animal se sent bien, est-ce que... Donc, il y a beaucoup d'avancées déjà dans la technologie. Et maintenant, le problème reste, est-ce que ces technologies-là sont accessibles à tous les petits agriculteurs? Non. Ce sont quand on parle de technologie, on voit déjà le problème de connectivité. On sait que la connectivité chez nous, en Afrique, donc, est déjà un problème. Mais sinon, les technologies existent déjà pour faire face à ce genre de problème. Merci. Okay, patience next. Next, please. Patience next. I've actually clicked next. I think it's network. Maybe you should hold on a while. Ah, ok. Donc, maintenant, nous arrivons presque à la fin de ce webinaire. Nous appelons chacun d'entre vous à rejoindre l'AFC pour qu'on puisse ensemble relever les défis du système alimentaire africain et pour qu'on ait un système résilient et durable. Patience? Passe. Donc, nous vous invitons à compléter vos cours. Rejoignez les différentes plateformes WhatsApp, LinkedIn, Facebook. Partagez vos apprentissages sur les réseaux sociaux et identifiez-nous avec @the_8 AFC Hub. Surtout, n'oubliez pas de nous identifier avec les arrobases. Quatrièmement, nous vous appelons à prêter attention à plus d'informations sur la phase technique. Pour tout problème, plainte, demande, envoyez un email à presse@afchub.org ou envoyez un message aux administrateurs du groupe WhatsApp. Nous vous invitons à nous rejoindre pour qu'on puisse ensemble relever les différentes difficultés, les différents challenges que nous faisons face présentement. Donc, Dr Nadia, je vous appelle pour un bref mot de fin. Après, Dr Dorothée va aussi nous donner ses mots de fin pour qu'on puisse faire la photo de groupe et clôturer la session. Dr Nadia, à vous. Merci beaucoup et vraiment merci pour cette belle occasion qui nous a été donnée de partager sur ce qui est important pour nous aujourd'hui. C'est vrai, les parents nous ont laissé une planète dans laquelle nous ne commençons pas à vivre aujourd'hui difficilement, mais si nous n'améliorons pas nos pratiques,
c'est qu'il n'y aura plus de planète du tout pour nos enfants demain. Donc, il faudrait que, certes, au cœur de nos business, de nos envies de travailler dans l'agro-business et de se faire de la rentabilité dedans, on garde à cœur que l'environnement qui nous accueille a besoin aussi qu'on pense dans, dans nos façons de faire, dans nos différentes modélisations de nos projets. Il faut qu'on mette au cœur la survie de l'environnement et qu'on mette également au cœur toutes les adaptations possibles pour pouvoir survivre parce qu'il fait aujourd'hui de plus en plus chaud, les saisons sont désorganisées, tout ce dont nous avons parlé, mais tout ce qui était prévu il y a 10 ans, on le voit aujourd'hui, et les prévisions ne sont pas bonnes, c'est qu'on ira de plus en plus vers ces phénomènes désordonnés. Donc, en mettant en place un projet, en mettant en place un modèle, c'est un élément important qu'il faut prendre en compte pour pouvoir être résilient. Moi, je suis de la santé animale et je voudrais vraiment finir sur cette question d'une seule santé, parce que ce que nous produisons aujourd'hui, bourré de pesticides, bourré d'antibiotiques, malheureusement, ça nous revient et ça revient à nos familles. Donc, qu'on ait des productions plus responsables et des productions plus résilientes. Merci pour l'opportunité. Merci, Dr. Nadia. Vous avez le lien pour devenir membre, pour vous inscrire et devenir membre de l'AFC-EP. Je vous prie de vouloir vous inscrire, suivre le lien et puis faire vos inscriptions. Docteur Dorothée, à vous la parole pour résumer. Okay. Merci. Je tiens déjà à remercier les organisateurs qui ont pensé à moi et à ma belle Nadia. Nous avons été ensemble au programme de l'offre 2023 l'année dernière. Elle a tout dit. Ce que moi, je voudrais juste ajouter, c'est que nous sommes tous concernés. Personne ne sera échappé. Que nous ayons été responsables des causes de changement climatique ou pas, nous n'allons pas échapper. Donc, à tous maintenant, il nous revient à chacun que ce ne soit même pas seulement dans les entreprises. Oui, on a des entreprises, comme Dr. Nadia disait, nous devons tout faire pour implémenter les méthodes d'adaptation, comment éviter de détruire l'environnement. Mais je voudrais aussi qu'on sache qu'on doit nous-mêmes mettre en place des méthodes, ou bien des méthodes d'adaptation ou de comment réduire, par exemple, les déchets, même l'utilisation de l'eau à la maison. Il y a des gens qui se lavent avec 50 litres d'eau juste pour un bain, alors qu'ailleurs, il y a quelqu'un qui en a besoin juste de 100 litres, 100 millilitres pour boire. Donc, essayons les changements climatiques. C'est réel et on subit ça. Les températures, donc, on s'adapte en buvant beaucoup d'eau, en diminuant l'excès d'alcool et tout. Mais diminuons nous-mêmes notre empreinte carbone, même à la maison. Apprenons à nos enfants. On nous a laissé une planète, comme Dr. Nadia nous a dit. À nous maintenant d'apprendre à nos enfants à gérer même les déchets de la maison. Ne produisons pas assez. On n'a pas besoin d'utiliser 50 litres d'eau quand on sait que 10 litres peuvent nous être suffisants. Donc, le problème de changement climatique est réel et on voit déjà les conséquences. Comme Dr. Nadia disait, on mange mal parce qu'on produit mal. On mange mal parce qu'on produit mal. On a les cancers. On a des enfants de 5 ans. Il y a des enfants de 8 ans qui ont déjà les menstrues, qui ont les seins. Tout ça, c'est ce que nous mangeons. Donc, si nous produisons bien, nous allons vivre bien. Donc, voilà mon mot de fin. À chacun de prendre la responsabilité à son niveau pour que les changements climatiques puissent vraiment diminuer. Merci beaucoup. Merci, Dr. Nadia. Merci, Dr. Dorothée. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir et un privilège aussi de vous avoir parmi nous cet après-midi. J'invite chacun d'entre vous à ouvrir son caméra. Nadia, patience. Please, can you turn on your camera? I'm calling everyone. Okay, For the thank you. photo. J'invite chacun d'entre vous à ouvrir son caméra pour Nadia. Donc, faites un coucou. Faites juste un coucou. Nous allons faire la photo de famille. Soyez Merci vraiment. Merci pour la participation. Merci pour cette interaction. Faites un coucou et faites du bruit.
Patience, is it okay for the photo? Yes, please. Others should please unmute on their videos so that we can take all the pictures. Thank you so much for everybody that their videos are open. Thank you. So me and my colleagues are taking the snapshot. Thank you, Nadia and Dorothy. Thank you so much. Thank you, Patience. Thank you, Anna. Merci à tout le monde, merci pour votre participation et merci à nos deux conférencières pour cette brillante expertise et ce partage d'expérience. Merci à nos participants. Je pense que vous avez appris beaucoup et vous êtes appelés à partager ce que vous avez appris avec les autres parce que c'est un transfert. Les deux docteurs ont partagé leur expérience avec nous. Nous sommes appelés à partager ces expériences avec nos frères, nos sœurs et avec tout le monde. Merci. Thank you so much, Drissa. Thank you. Thank you. Bye bye. All right, bye. Bye bye. Allez, Merci. au revoir. Au revoir. Bye bye. Au revoir.